tous, bienvenue dans le podcast Intramuros, une conversation au cœur du bureau des leaders de l'immobilier d'entreprise. J'ai la chance aujourd'hui d'être aux côtés de Laurence Desmazières, Managing Partner d'Ikawood. Bonjour Laurence. Bonjour Marie-Laure. Avant de commencer, je voulais débuter par un petit exercice. Pour te présenter, j'ai demandé à notre IA de faire ton portrait chinois. Je vais te lire quelques mots et tu vas me dire ce que tu en penses et te présenter pour nos auditeurs. Si Laurence était un élément, ce serait pour nous... Écoute, probablement peut-être un arbre profondément enraciné. Je te reconnais bien là. Si tu étais une architecture... Écoute, là on est arboretum, on va en parler après, mais probablement une architecture en bois. Alors je rajouterais même en bois massif et élégante. En tout cas, c'est sympa. C'est ce que notre IA dit. Si tu étais une valeur... Écoute, une valeur, je pense que c'est l'engagement. Et en ce qui nous concerne, c'est l'engagement en matière environnementale et en particulier sur le fait de baisser l'empreinte carbone de nos bâtiments. Alors, tu vois, l'IA nous disait ce serait l'innovation bas carbone, on est pile dedans. Elle te reconnaît bien là aussi. Si Laurence était un geste... Pas facile cette question du geste. Il y a évidemment le geste architectural et puis je dirais un geste un peu plus brutal qui est parfois qu'il faut s'affranchir des normes et des contraintes pour recommencer et renouveler et transformer. Est-ce qu'on peut dire aussi que tu as de la conviction et que ça guide l'ensemble de tes projets? Ouais, tout à fait. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, en tout cas à l'échelle de notre entreprise, nous caractérise. Alors, si tu étais un temps? Je pense que ce serait le matin, quand le soleil se lève. Déjà parce que je suis assez matinale et puis en plus parce que voilà, c'est le moment d'écrire une nouvelle page pour sa journée. Effectivement, l'IA aussi, tu vois, te reconnaissait bien là puisqu'elle te considérait comme l'aube d'un changement durable. Est-ce que notre IA est un peu poète? Laurence, c'est à toi de te présenter un petit peu plus globalement. Alors écoute, j'espère déjà que c'est une IA française que vous avez utilisée. Parce que ça nous tient à cœur. Alors non, pour me présenter très rapidement, donc Laurence Desmazières, je dirige un fonds d'investissement qui s'appelle Ikawood. Ikawood, c'est un fonds qu'on a lancé il y a maintenant 6 ans, qui fait du développement et de la restructuration d'immobilier ultra bas carbone à Paris et en proche banlieue parisienne. On travaille en association étroite avec un promoteur immobilier bas carbone qui s'appelle WO2, anciennement Woodeum, pour ceux qui nous connaissaient sous ce nom-là. Et notre particularité, c'est de nous attacher tout simplement à compter, calculer de façon hyper précise l'empreinte carbone des immeubles qu'on développe. Donc on va venir compter tous les matériaux qu'on met en œuvre sur les chantiers. On calcule l'empreinte carbone de ces matériaux et puis on prend aussi en compte l'empreinte carbone de 50 ans d'exploitation de nos immeubles. On additionne tout ça, ça nous donne un chiffre, le kilo de CO2 par mètre carré de nos immeubles. Et notre objectif depuis maintenant une petite dizaine d'années, c'est de baisser ce chiffre, de le diviser. Donc aujourd'hui, on est à moins 50%, on arrive à diviser par 2 l'empreinte carbone de nos immeubles, donc sur tout ce cycle de vie, par rapport à des constructions traditionnelles, par rapport à des restructurations d'immeubles traditionnels. Et notre feuille de route, pour les 5 à 10 prochaines années à venir, c'est de baisser à nouveau par 2 cette empreinte carbone. Donc là, on arrive à atteindre même les 60% de baisse d'empreinte carbone sur nos immeubles. Et ça passe par tout un tas de choses, à la fois des défis technologiques, innover, trouver des nouveaux matériaux, trouver des nouvelles façons de concevoir nos bâtiments aussi pour qu'ils soient également très économes en termes de consommation énergétique. Voilà, donc c'est ça qui nous a mis
j'anime au quotidien. On est une équipe d'une quarantaine de personnes qui travaillons donc main dans la main entre d'un côté les équipes qui s'occupent du fonds d'investissement et de l'autre des équipes plus techniques d'ingénieurs qui s'occupent des sujets de matériaux, de calcul, de coûts travaux, de conception, etc. Et c'est une aventure passionnante. C'est passionnant, on pourrait t'écouter effectivement pendant des heures et c'est effectivement l'aube d'un changement durable que tu incarnes extrêmement bien. On essaye en tout cas. Alors Laurent, je voudrais débuter notre échange par l'endroit où nous nous trouvons. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans tes bureaux d'Arboretum. Est-ce un lieu qui te ressemble? Et raconte-nous l'atmosphère qui y règne. Alors écoute, je t'accueille aujourd'hui à Arboretum. Arboretum, c'est un de nos projets, donc un des projets qui sont aujourd'hui financés par le fonds ICAWOOD, développé donc par WO2. C'est un peu notre projet flagship parce que c'est le projet qui nous a permis de mettre au point le produit bureau qu'on développe aujourd'hui par ailleurs. On a au total 350 000 m² en cours de développement à Paris et en première couronne parisienne. La particularité, donc c'est ce que tu vois autour de toi, c'est qu'en fait on utilise le bois massif comme principal matériau de construction. Donc on remplace les murs, les planchers, les poteaux qui sont traditionnellement en béton, en acier, par du bois. C'est du bois lamellé, collé, croisé, pour être précis. Ce qu'on fait, c'est qu'on laisse ce bois visible au maximum dans les espaces de bureau, donc le bureau dans lequel on se trouve et dans lequel je passe beaucoup de temps parce que, comme tu peux l'imaginer, c'est des projets qui demandent un peu d'implication. Et bien, en fait, ça donne une atmosphère hyper chaleureuse au plateau de bureau traditionnel, qui est souvent un peu délaissé au profit des espaces de service notamment, qui eux ont tendance à de plus en plus être travaillés et les investisseurs, les promoteurs investissent de plus en plus dans ce qu'on appelle dans le jargon le socle serviciel des immeubles de bureaux. Mais on délaisse un peu la qualité du lieu où finalement les gens passent quand même le plus clair de leur journée, parce qu'on passe pas toute sa journée au resto ou dans une salle de sport quand on va au bureau. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est conjuguer en fait le côté hyper bas carbone de nos immeubles grâce au bois massif, parce que le bois, c'est un matériau qui stocke le carbone plutôt que d'en émettre. C'est lié à la photosynthèse. Les arbres, ils absorbent du CO2 quand ils grandissent. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est transmettre et véhiculer jusqu'à la personne qui va venir travailler dans nos bureaux cet engagement environnemental en lui offrant, en fait, ce bois visible au quotidien qui apporte en plus énormément de chaleur, de confort et puis une qualité acoustique également de l'espace de travail qui est assez inédite parce que quand on est dans des bureaux traditionnels, en fait, c'est des matériaux, que ce soit le verre, que ce soit le béton, qui renvoient le son. Donc on a des effets d'écho. Alors que quand on est dans des bâtiments en bois, c'est un peu l'expérience qu'on a quand on va dans un chalet, c'est que c'est très feutré. Voilà. Donc moi j'adore passer du temps ici. Alors évidemment je suis biaisée parce que c'est nous qui développons les immeubles, donc je vais pas vous dire que je l'apprécie pas, mais c'est vrai que je trouve que c'est hyper confortable. Ça change en fait, ça change la journée et sa vision de la journée quand on passe du temps dans un univers qui est chaleureux, un peu presque résidentiel dans son approche, un peu comme à la maison. Enfin, mieux qu'à la maison d'ailleurs, parce que j'ai pas la chance d'avoir un lieu aussi grand à la maison. Voilà, donc voilà. Écoute, j'espère que, en tout cas, tu le vis autant que moi et que tu vas le vivre autant que moi pendant cette heure passée ensemble. Je le vis complètement et je t'avouerai que j'ai même une anecdote à te partager. Nous avons, il y a quelques mois, organisé un comité de direction pendant une journée donc dans Arboretum. Et donc, tout le comité de direction, au-delà de l'effet waouh et de l'expérience, a passé un de ces comités de direction les plus zen, les plus calmes, parce que le bois apaise, parce que cet environnement chaleureux et feutré permet d'avoir des discussions chaleureuses et feutrées. Et de la même façon, nous avons même fait un exercice
exercice sur le rythme cardiaque au sein de cette journée. Et effectivement, nous sommes tous arrivés d'endroits très différents avec la volonté d'arriver à l'heure. Donc, on est toujours un petit peu speed quand on arrive sur ce type d'événement. Et au fur et à mesure de la journée, nos rythmes cardiaques sont descendus et nous avons eu une des discussions les plus collaboratives et constructives de l'histoire des comités de direction de JLL. Donc, merci pour cela aussi. Écoute, on le vit au quotidien. Et on parlait de toi lors de ce petit portrait chinois, mais Laurence, quel parcours t'a mené jusqu'ici et à la direction du fonds d'investissement d'Ikawood ? Alors c'est un peu un parcours, je vais pas te dire par hasard, parce que moi je suis quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas grand-chose dans la vie qui arrive par hasard. Mais j'ai commencé après mes études en faisant de la banque d'affaires à Londres. J'étais chez Morgan Stanley pendant quelques années. Je faisais un métier très très différent de celui que je fais aujourd'hui. Je faisais de la structuration de produits dérivés. Donc autant dire que c'était passionnant sur le plan intellectuel, mais pas très concret. Et je pense qu'il y a absolument personne de mon entourage qui comprenait ce que je faisais au quotidien. Et puis j'ai eu la chance d'être prise sous l'aile de mes deux grands mentors, qui sont des grands professionnels de l'immobilier français, donc Guillaume Poitrinal, Philippe Zivkovic, qui m'ont fait confiance et qui m'ont recruté en 2018 pour monter en fait Ikawood avec Alexandre Aquin également, qui était associé de Guillaume et qui avait créé Ikamap, donc qui est la société de gestion qui gère Ikawood. Et donc au début c'était simplement un CDD de 6 mois avec l'idée on va essayer de monter un fonds et puis on verra bien dans 6 mois éventuellement, si ça marche pas tu retourneras bosser chez Morgan Stanley. Et maintenant ça fait 8 ans. Donc on a lancé Ikawood, levé les fonds, investi le fonds, trouvé les projets, sourcé les projets. Aujourd'hui on les développe, on les commercialise, plutôt bien d'ailleurs, malgré le contexte, on pourra en reparler. Et on a évidemment une feuille de route pour les années à venir de continuer à développer cette activité et de continuer à avoir grand pour tout simplement promouvoir la construction et le développement bas carbone à plus grande échelle. Alors, c'est effectivement passionnant et tu es une femme de passion, tu es diplômée d'HEC, un parcours d'excellence qui ouvre effectivement de nombreuses portes. Tu l'as dit tout à l'heure, souvent dans la finance, c'est comme cela que tu as commencé ou dans le conseil. Tu nous as expliqué ton parcours et tes rencontres professionnelles. L'immobilier, c'est pas forcément ce que les jeunes étudiants brillants ont en tête quand ils sortent effectivement de leurs études. Donc, tu as été plus spécifiquement sur le pari audacieux de la construction bas carbone et on comprend la raison. Tu aurais peut-être un conseil à donner ou un élément qui donnerait envie aux jeunes étudiants de ce parcours d'excellence, de se lancer dans ce pari audacieux ? Ouais, alors t'as raison. Je trouve que l'immobilier aujourd'hui est pas suffisamment sur la carte des cursus académiques d'excellence en France. C'est un secteur qui pourtant est probablement une des industries les plus vieilles du monde. Enfin, je veux dire, on a besoin de se loger et de construire des endroits pour se rencontrer depuis la nuit des temps. Donc ça fait partie des besoins quasiment vitaux. Et pourtant, moi, quand j'étais à HEC, on ne m'a jamais parlé d'immobilier. Alors, il y a certaines autres business schools françaises qui en parlent un peu plus, mais c'est vrai que c'est un secteur qui était presque inconnu. Et je dirais qu'à l'époque, la seule façon finalement d'entrer en immobilier était plus poussée par les quelques grandes foncières françaises qui étaient assez présentes dans les écoles de commerce, via les graduate programmes, etc. Mais il y avait très peu de cours qui en parlaient. Donc, à titre personnel, moi, je m'investis pas mal dans ces sujets-là. Donc, je donne notamment un cours à HEC sur le private equity immobilier. Pour sensibiliser les jeunes étudiants à ce secteur qui est absolument passionnant parce qu'en fait c'est une industrie qui est complètement pluridisciplinaire et moi ce que je dis tout le temps aux jeunes qui s'intéressent ou qui commencent à s'intéresser à l'immobilier, c'est qu'en fait
un projet immobilier, notamment quand on fait des projets de développement ou de l'investissement value add, comme on le dit dans notre métier. En fait, un projet immobilier, c'est comme une entreprise. Ça demande de contrôler et de s'occuper d'absolument tous les pans de ce qui se passe dans une entreprise. Donc un projet immobilier, ça va être des sujets immobiliers, mais ça va être des sujets techniques, ça va être des sujets de finance, ça va être des sujets de fiscalité, ça va être des sujets corporate, et puis à la fin, c'est des sujets d'humain. Parce que en fait, sortir un projet immobilier, c'est aller parler aux bonnes personnes, c'est être capable, d'aligner en fait tout un tas de parties prenantes. Et donc c'est vraiment de la gestion de projet, mais de la gestion de projet hyper concrète et en même temps très complexe également, parce que il y a tout un tas de sujets qui doivent s'intercaler. Et avec une chaîne de valeur qui est absolument complète. Donc moi, je trouve que c'est passionnant. C'est sur un sous-jacent qui parle à tout le monde, puisque évidemment, je pense qu'on est tous concernés et on a tous eu une forme de relation à l'immobilier. Et puis en plus de ça, c'est un secteur qui aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, peut être absolument déterminant dans la trajectoire carbone de nos pays. Et je ne sais pas si tous nos futurs auditeurs ont ça en tête, mais c'est quand même le premier secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre au monde, avant même les transports. Pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment l'exploitation des bâtiments qui est émettrice en termes d'émissions carbone, mais il y a aussi toute la construction, la rénovation, l'entretien en fait et le développement du parc immobilier, et que les matériaux de construction qu'on utilise aujourd'hui, c'est des matériaux qui sont très carbonés. Le béton, c'est extrêmement carboné. En plus, il faut aller creuser, aller chercher du sable de plus en plus loin. C'est une technologie qui n'est pas renouvelable. Alors heureusement, parce qu'on continuera d'avoir besoin du béton, et nous, on n'est pas du tout des anti-béton, au contraire, on appelle que de nos voeux à une décarbonation de cette industrie du béton. Mais c'est vrai que c'est une industrie qui est extrêmement polluante en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc je trouve que c'est passionnant pour des jeunes aujourd'hui de se dire, en fait, à la fois, je travaille et je contribue à un secteur qui est un secteur millénaire et qui a vocation à perdurer et à exister quoi qu'il arrive. Enfin, je veux dire, on aura besoin d'immeubles et on aura besoin de se loger. Et en même temps, on a la capacité de faire changer la trajectoire, d'agir, de s'engager en faveur du climat. Tout ça dans un monde qui est de plus en plus complexe, avec en France notamment des normes qui sont toujours de plus en plus complexes. Donc on appelle aussi de nos voeux un peu de rationalité en matière de normes et de réglementation. Mais je pense que ça fait un cocktail pour des jeunes qui veulent se lancer, qui est passionnant. Et donc voilà, j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait de plus en plus de cellules grises qui se penchent sur ces questions-là. Merci beaucoup de cette inspiration qui est effectivement essentielle pour nos jeunes générations et qui va les porter, j'en suis sûre, vers de nouveaux projets, sans doute. Alors là, une question très difficile, Laurence. S'il y avait un projet qui incarne parfaitement ta vision pour Ikawood et dont tu es particulièrement fière, quel serait-il et pourquoi ? C'est très compliqué pour moi de choisir un seul projet. Et c'est aussi pour ça, en fait, si tu veux, tous nos projets, et aujourd'hui on en a finalement relativement peu, on fait des gros projets, mais on a de l'ordre de 7 gros projets engagés avec Ikawood. Et puis en parallèle, avec WO2, on travaille aussi pour compte de tiers. Donc on fait aussi de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Donc on travaille également sur de grands projets pour des propriétaires et on les accompagne pour leur offrir en fait toute cette expertise qu'on a développée. D'abord au départ pour nous, pour Ikawood, et puis pour pouvoir la généraliser de façon plus large. Mais donc c'est compliqué pour moi de choisir un seul projet. Là, aujourd'hui, on est à Arboretum. Je pense que c'est effectivement le projet qui
incarne le mieux notre vision de ce que doit être le bureau aujourd'hui. On vit une crise absolument majeure en matière de bureau, qui est une crise, et c'est important de le souligner, c'est pas une crise seulement financière, comme on a pu le connaître ça en 2008, où on a eu une crise de liquidité et qui a nécessairement eu un impact sur le monde immobilier. On est aussi dans une crise de l'usage. Et donc, en matière de bureau, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a eu une évolution extrêmement rapide de la façon dont les entreprises appréhendent le lieu du bureau, avec des espèces de swing un peu très brutaux au moment du Covid, en fait finalement on n'a plus besoin de bureau, on va tous passer en télétravail, le bureau c'est fini, etc. Là on voit qu'il y a un retour très massif au bureau, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, où en fait le lieu du bureau, tout le monde se rend compte que en fait c'est quand même pas mal de se voir, c'est pas mal de travailler ensemble, que le lien social est important, ça fédère, ça génère aussi de la créativité, c'est une façon de se rencontrer, de travailler sur des nouveaux projets. Et donc, en fait, le bureau tel que rêvé par les entreprises, la vision du bureau telle que rêvée par les entreprises, est passée d'une vision peut-être un peu d'efficacité, de productivité, donc assez utilitariste finalement, à un lieu où se crée la culture d'une entreprise, qui s'érige en manifeste aussi pour une entreprise. Donc, nous, on avait fait une étude qui était, d'ailleurs, dont les résultats étaient assez intéressants. On a interrogé des jeunes sur qu'est-ce que finalement, quelle est leur vision, quelle est la vision qu'ils ont du bureau des entreprises. Et en fait, il y a une écrasante majorité, plus de 90%, considèrent que le bureau est à l'image finalement de l'entreprise, et qu'une entreprise qui investit dans ses bureaux, c'est une entreprise qui est en croissance, qui est efficace, qui est désirable. Donc je trouvais que le corollaire était très intéressant. Et donc voilà, donc on a vu ce changement d'usage drastique qui aujourd'hui explique probablement pourquoi on a en fait un parc de bureaux très largement obsolète, pas seulement obsolète pour des sujets environnementaux, parce que ça c'est évidemment criant, des bureaux bas carbone alignés sur les objectifs de transition écologique, il y en a très très peu, et pour pouvoir les aligner ça demande quand même pas mal d'investissement, mais il y a aussi un sujet simplement d'usage avec des bureaux où on a des fenêtres qui s'ouvrent pas, on n'a pas d'accès à la lumière extérieure, on a des hauteurs sous plafond qui écrasent, et donc en fait on a un peu l'impression d'être dans une boîte, et ça aujourd'hui les gens n'en veulent plus, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu cet engouement pour le télétravail, parce qu'en fait, tout simplement, les gens se sont retrouvés à travailler de chez eux dans des environnements où ils se sentaient mieux, où ils étaient plus confortables, et avec un univers du bureau qui était presque un peu carcéral. Donc, nous, c'est un peu ça qu'on essaye de contrer en proposant des produits différents. Et c'est pour ça que de ce point de vue-là, Arboretum, là on est aujourd'hui, tu vois, c'est le parti pris complètement inverse de tout ça. Donc c'est un grand parc, on a 6 hectares de parc, c'est des terrasses partout, c'est le fait de pouvoir ouvrir les fenêtres partout, c'est des hauteurs libres de 3 mètres, plus de 3 mètres. Voilà, je vais pas te faire le pitch commercial, faut venir voir. Mais c'est vrai que c'est ce qui incarne notre vision. Après, je dirais Arboretum, c'est un point de départ. C'est là où on fait beaucoup d'innovation, parce qu'on a une équipe de R&D qui a beaucoup travaillé pour mettre au point tout ce produit immobilier que tu vois, qui a l'air très simple en fait quand tu le vois comme ça, mais c'est très ingénieré. Et puis c'est le point de départ d'autres projets dont je suis très fière également, que ce soit des projets où on restructure des immeubles existants, parce qu'il y a 2 enjeux, c'est comment est-ce qu'on continue à développer le parc immobilier en version très très bas carbone, donc avec le bois massif, mais aussi comment est-ce qu'on transforme le parc existant. Et donc là, on a un grand projet à la Défense, CB3, où Sanofi va s'installer en 2027.
Et là, c'est un immeuble existant qu'on restructure complètement, on change la façade, on a une façade en bois, on apporte en fait tous ces codes dans cet immobilier existant. Voilà, donc c'est dur pour moi de choisir un seul projet. Je les aime tous, évidemment. On s'engage au quotidien, on y passe énormément de temps. On y travaille beaucoup. Mais voilà. Donc après, je sais pas, toi, si t'en as un, d'ailleurs, qui est ton préféré. C'est très difficile. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. J'ai le sentiment, en t'écoutant, Laurence, qu'il y a peu de problèmes, mais beaucoup de solutions. C'est-à-dire que je vois je sens un grand optimisme, et effectivement, vous réfléchissez en permanence à faire progresser notre industrie, nos immeubles. Mais malgré tout, on dit souvent que les grandes leçons viennent des défis relevés. Quelle est pour toi la plus grande idée reçue ou le plus grand obstacle que tu as dû surmonter pour faire d'Ica'oud un acteur aujourd'hui incontournable du marché ? Alors les obstacles, ils sont très 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 nombreux. D'ailleurs, s'il n'y en avait pas, je pense qu'on serait beaucoup plus nombreux à se concentrer sur ces sujets de décarbonation et d'innovation. Je pense que le premier obstacle pour Ica'oud et pour WO2, je mets voilà, c'est en tout cas pour la construction et le développement bas carbone. Le premier obstacle, c'était et c'est toujours de savoir est-ce que finalement, notamment en bureau, est-ce que les locataires sont prêts à investir un peu plus éventuellement que ce qu'ils investiraient pour de l'immobilier bas carbone. Quand on a lancé le fonds il y a 6 ans, je pense que les investisseurs et puis le marché de façon générale se disaient c'est bien de faire du bas carbone, ça coche nos cases vertes, ESG, etc. Mais je pense qu'il y avait une espèce de compréhension générale qui était de se dire en fait c'est un peu un nice to have pour les locataires, c'est pas ça qui va nécessairement fondamentalement rediriger la demande vers ce type de produit. Et donc là où je suis très contente et optimiste, comme tu le dis, c'est vrai que je suis plutôt de nature optimiste. Alors après, sans être non plus complètement, enfin voilà, on est des gens rationnels, hein, donc on n'est pas des fous optimistes. Mais je pense que là, cette dernière année, tu vois, on a loué sur notre parc immobilier plus de 80 000 mètres carrés de bureaux dans un marché qui est en décroissance en termes de demande placée. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les entreprises, malgré ce qui se passe aux États-Unis, malgré un contexte économique, politique qui est compliqué, le sujet du réchauffement climatique et de l'engagement et de lutte contre le réchauffement climatique reste un sujet qui est extrêmement important et qui même, j'ai envie de dire, en tout cas notre sentiment, continue de progresser dans la liste des critères de choix et de préoccupations les plus importantes pour les dirigeants. Et donc, nous, ce qu'on voit, et dans toutes les discussions qu'on a aujourd'hui avec des locataires qui cherchent à implanter un nouveau siège, à changer en fait et à continuer d'évoluer, de transformer leur culture, c'est que le sujet de la performance environnementale devient crucial. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui sont prêtes à payer un peu plus cher, alors pas 3 fois ou 4 fois plus cher, hein, mais un peu plus cher, pour être capable d'aligner en fait leur stratégie interne environnementale avec l'engagement environnemental des locaux et des immeubles qu'elles occupent. Et donc ça, on le voit, on accueille AstraZeneca ici à Arboretum l'année prochaine qui va établir son siège. On accueille tout un tas d'autres sociétés, Sanofi à la Défense. On a également un projet dans le 18e où on accueillera un grand locataire. Et toutes ces entreprises ont en commun leur engagement pour favoriser la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, j'ai oublié de parler de GRDF aussi à Saint-Denis. Et donc, j'espère
et j'en fais le pari, on verra, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'on est en train de démontrer que cet engagement bas carbone est valorisé et permet finalement à nos immeubles de trouver une meilleure liquidité locative, d'avoir des loyers qui surperforment par rapport aux comparables, par rapport à leur marché. Et ça, je pense que c'était le premier challenge pour nous, pour convaincre, en fait, tout simplement, pour convaincre des investisseurs de nous suivre, pour convaincre des banques, etc. Donc, je dirais que nous, nos modèles économiques font que la construction bas carbone, on arrive à contenir les coûts parce qu'on y passe beaucoup de temps et on y met beaucoup de matière grise. On arrive à contenir les coûts, donc on arrive à développer aujourd'hui des projets qui sont pas plus chers que des projets traditionnels. Mais si on arrive en plus à montrer qu'en commercialisation, on arrive à les pricer un peu plus cher, c'est là qu'on a vraiment tout gagné. Donc ça, je dirais que c'était le premier défi. Et puis après, il y a évidemment un défi technique qui est clé. Les sujets de comment on s'assure de la sécurité au feu de nos immeubles, comment est-ce que on gère la mise en place de nos assurances. Voilà, donc tout ça, c'est des défis et j'ai envie de dire, tous les jours, il y en a des nouveaux parce qu'on a toujours envie de continuer à progresser, à améliorer la qualité environnementale de nos immeubles et donc ça passe par de l'innovation permanente. Et ça, donc on le fait nous-mêmes en interne. Je sais pas si on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais en tout cas, on sait où on veut aller. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de lever ces différents challenges. Merci Laurence, c'est remarquable et je suis ravie aussi que tu aies mis au cœur de cette réponse la rigueur, le travail et le temps que vous passez pour justement définir cela. Je pense qu'il y a peu effectivement de surprises ou de réussite quand on ne donne pas autant d'abnégation sur la qualité de son travail et qu'on vise l'excellence. Tu parlais justement de tous ces enjeux et au-delà de l'immobilier, d'après toi, quelle est la tendance de fond sociétale ou technologique, au-delà justement de la prise en compte du développement durable, que tu surveilles avec le plus d'attention ? Alors, il y a deux choses. La première, et je pense qu'on est tous en train de suivre ce sujet comme l'huile sur le feu, c'est le sujet de l'impact de l'intelligence artificielle sur la façon dont on travaille. Donc il y a évidemment des grands pessimistes qui expliquent que du coup on va plus avoir besoin de personnes dans les bureaux et dans les entreprises parce qu'en fait on va avoir des robots qui feront tout pour nous. Moi je pense que ce qui devrait normalement se passer, c'est plutôt un changement en fait et une mutation du type d'emploi plutôt que réellement en fait plus personne n'a besoin de travailler parce qu'il y a des robots qui font tout pour nous. En fait en réalité on aura besoin d'ingénieurs, on aura besoin de programmeurs, on aura besoin d'encadreurs, de gens qui revoient en fait ce que l'IA produit pour s'assurer que c'est cohérent et qu'on va pas dans le mur. Donc je suis pas je pense que c'est un peu comme toutes les mutations, c'est un peu schumpeterien quoi. Donc il y aura de la destruction mais derrière il y aura aussi de la création et de la même façon que Internet a généré en fait énormément de métiers qui n'existaient pas auparavant, avec une sorte d'effet rebond, je vois pas dans quelle mesure l'IA ne générera pas des nouveaux métiers, des nouveaux besoins. Donc après, il faudra que nos espaces et nos lieux s'adaptent à ces nouveaux besoins, à ces nouveaux métiers. Donc il y aura peut-être, et puis on le voit déjà, les data centers, etc. Enfin, il y aura une évolution de notre immobilier liée à ça c'est sûr. Donc ça, je dirais que c'est le premier sujet qui est intéressant et qu'il faut monitorer. Le deuxième, qui est plutôt un sujet sociétal et qui, moi en tout cas, m'angoisse un peu pour les futures générations, c'est la dissolution du lien social et l'augmentation en fait, je trouve, de la solitude des gens de façon générale et notamment des jeunes.
Je lisais des articles à ce propos qui expliquaient que par rapport aux années 90, les jeunes en fait ont beaucoup moins d'interactions entre eux que dans la vraie vie, et qu'avant ils passaient du temps après les cours, après l'école, chez les uns, chez les autres. En fait, apparemment, ça n'existe plus. Donc moi, je trouve ça hyper angoissant. Et je me dis, finalement, est-ce que c'est pas là où les entreprises et les employeurs, etc., est-ce qu'il n'y a pas un rôle à jouer pour remettre du lien social dans la vie des gens? Parce qu'en fait, je pense que ça rend profondément malheureux d'être seul et d'être derrière un écran. Et donc, il y a peut-être une réflexion un peu plus générale à développer là-dessus, sur comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on renoue et on recrée du lien entre les personnes. Et je pense que les meilleures idées viennent de l'émulation. Et je suis pas sûre, alors sauf peut-être voilà, pour une frange de la population, des métiers particuliers, etc. Mais je suis pas sûre que cette émulation, on arrive à l'avoir en étant simplement derrière un ordinateur ou derrière un écran. Donc je trouve que c'est intéressant d'intégrer ça dans la réflexion immobilière sur comment, du coup, les lieux qu'on crée, que ce soit du logement, que ce soit des bureaux, que ce soit des équipements publics, comment est-ce que ces lieux, on les crée en ayant ça en tête et en essayant d'intégrer cette dimension de lien social, de rencontre, d'échange entre les gens. Voilà. Le bâti comme lien social, effectivement, c'est au cœur de tes convictions. Alors, de façon un peu plus personnelle, le rythme d'une dirigeante est souvent assez intense. As-tu une habitude, un rituel qui t'est indispensable pour garder ton énergie et ta clarté d'esprit au quotidien? Car, effectivement, tu as tellement de sujets à gérer. Quelle est ta baguette magique? Alors oui, on a toujours beaucoup de choses à gérer, mais en fait, on se rend compte quand même dans la vie que plus on en gère et plus on arrive à gérer de sujets. Donc ça, c'est aussi, je pense, une leçon au fur et à mesure des années. Non, je dirais qu'écoute, moi, ce que j'aime bien, c'est que je me balade à vélo partout. Et tu vois, même là, enceinte, dans mon 8e mois, je continue à venir au bureau à vélo. Et c'est un peu mon moment du quotidien où déjà, je suis toute seule. Ce qui arrive assez peu finalement au jour le jour d'être un peu seule. Et donc c'est 1 heure dans ma journée où je suis seule, où ça me permet un peu de se dépenser, de façon modeste, parce que je suis à vélo électrique. Mais ça permet de se focus, de réfléchir au sujet du jour. Et voilà, donc je dirais que c'est ça mon rituel, parce que sinon en fait, tu vois, j'ai pas vraiment un rituel à part m'occuper de mes enfants le matin, mais c'est déjà pas mal. Qui en est un aussi, voilà. Bien entendu. Quelle est la chose que tu sais aujourd'hui et qui aurait le plus changé ta manière d'agir à 25 ans? Mais c'est il y a si peu finalement que... Non, c'était pas il y a si peu de temps quand même, mais écoute, franchement, j'ai du mal à te dire ce que j'aurais changé à 25 ans. Parce qu'en fait, je me dis que tout ce que j'ai fait, finalement, m'a apporté quelque chose. Et si je l'ai fait comme ça à une époque, c'est que c'était la bonne. C'est jamais la bonne. Il y a toujours 1001 façons de faire les choses différemment. Mais je vis pas avec des regrets, tu vois. Donc, moi, je dirais plutôt que ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus à 25 ans, qui n'aurait pas forcément changé la façon dont j'ai fait les choses, mais plutôt qui aurait peut-être changé ma perception du quotidien. Non, c'est simplement de se dire que quand on a envie de faire quelque chose et quand on a envie de se lancer et d'arriver et de sauter les obstacles, comme on parlait tout à l'heure, on peut y arriver, quoi. Et que en fait, tant qu'on a envie de faire quelque chose, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc voilà, moi j'aurais aimé qu'on me le dise peut-être un peu plus, tu vois. Super, voilà. C'est un très 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 bon conseil. Tu nous as déjà donné énormément de pistes. Mais pour finir, quel conseil donnerais-tu à un jeune professionnel qui rêve de laisser comme toi une empreinte positive sur la ville et sur l'immobilier de demain ?
Ce que je donnerais comme conseil, c'est probablement de bien s'entourer. Parce qu'en fait, au bout du bout, c'est ce que je disais en préambule, l'immobilier, c'est vrai pour énormément de métiers, mais je pense que dans notre secteur, c'est particulièrement le cas. C'est vraiment un métier de personne. Et justement, il y a tellement de complexité, d'éléments à prendre en compte, de personnes à convaincre, etc., que bien s'entourer et travailler en fait avec des grands professionnels, avec des gens qui justement ont un peu cette envie et cette motivation au quotidien, cette énergie au quotidien, pour moi c'est crucial. Et donc si aujourd'hui j'étais jeune et que j'arrivais dans le monde du travail, plutôt que de me dire « Ah, j'ai absolument envie de travailler dans tel micro-secteur parce que ce sujet-là m'intéresse particulièrement », je me dirais plutôt avec qui j'ai envie de travailler, tu vois. Et c'est plus ça qui me conduirait à choisir mon premier emploi, parce que je pense qu'en plus on a de la chance d'avoir un secteur qui est passionnant, avec des gens qui sont très souvent passionnés, des gens qui sont plutôt sympas en plus, et donc ce qui est clé pour moi, c'est d'être dans une bonne équipe, quoi, et puis d'être je dirais dans la voiture, ou alors plutôt le train, du coup. Pour moi, c'est quand même plus bas carbone. Mais avec les bons pilotes qui vont vite, qui se posent pas 50 milliards de questions, qui coupent à travers champs. Voilà. Donc c'est ça que je conseillerais. Quel joli cadeau, merci mille fois Laurence. Alors lorsqu'on parle de cadeau, tu nous as fait un cadeau énorme effectivement de nous inviter aujourd'hui sur Arboretum et de nous donner ton temps aussi dans un agenda aussi contraint. Et mille merci pour cela. Alors on avait aussi un petit cadeau pour toi. Oula. Voilà. C'est sympa. Parce qu'on considère justement que le lien social est très important. Alors on a essayé de trouver un cadeau qui te corresponde, en espérant que tu ne l'as pas déjà. Voilà, les livres pour nous c'est très important dans un monde technologique où on est entouré d'écrans. Vous partagez aussi chez Ikaoud votre amour des livres et de la littérature. Alors on a essayé évidemment d'aller chercher une collaboration qui prend en compte c'est beau. Voilà, le développement durable. Non, je ne l'ai pas. Ah, chouette. Alors c'est donc pour ceux qui nous écoutent, c'est un livre sur les modern tree houses. Et tu sais que à titre perso, j'adore passer du temps dans la nature et dans ce type de lieu, donc c'est très bien. Je pense qu'on avait quelques indices et on se permettrait même de dire que voilà, on a fouillé dans toutes tes bibliothèques pour être certain ou presque que tu ne l'es pas, mais pas chez toi. Voilà. Non mais c'est bon. En tout cas, c'est magnifique. Merci beaucoup. Mille merci à toi Laurence, mille merci pour cet échange très riche. Je pense que ça va inspirer beaucoup de jeunes, mais pas que, et ça fait vraiment beaucoup de bien d'avoir ce vent d'optimisme que nous partageons avec toi. Donc mille merci Laurence, et tu as des aventures encore plus riches qui t'attendent. Donc merci beaucoup pour tout cela, Laurence. Merci Marie-Laure, et ravie d'avoir pu inaugurer ce podcast. Exactement. Merci à toi dans le premier épisode d'Intramuros. Merci.